bien, bonsoir à tous. Nous sommes ravis de vous voir ce soir pour ce café littéraire Coup de cœur de Christophe Moulin. Christophe Moulin qui a eu un coup de cœur en lisant votre livre dans un avion et qui sera certainement, ce livre sera certainement votre coup de cœur. Et je vous remercie Dalila d'être avec nous ce soir. Alors c'est très particulier puisque on a l'habitude d'organiser des cafés ici et Christophe Moulin qui est le patron des lieux nous reçoit toujours avec beaucoup de gentillesse et de chaleur et il nous a demandé, après avoir lu votre livre, chose qu'il n'a jamais fait, d'organiser un café pour vous. Il nous a fourni la première version du livre avant qu'il soit édité, puisqu'il est édité chez Fayard. C'est ça, je vous montre la couverture du livre. Il était bouleversé par le récit et il nous a dit il faut absolument l'inviter. Voilà comment est-ce qu'on vous a découvert, voilà comment est-ce qu'on a organisé sous le haut patronage d'Anne-Marie ce café. Alors moi je vous avoue que lorsque j'ai découvert l'histoire, puisque c'est un roman autobiographique, j'y suis allé sans aucun a priori, j'y suis allé sans protection, j'allais dire. Et pour le coup, c'était peut-être pas une bonne idée, puisque il y a un titre effectivement qui nous donne envie d'ouvrir le livre, La pudeur des sentiments. Et lorsqu'on entre dans votre histoire, on comprend page après page le sens de ce titre. C'est un roman autobiographique autour de la violence pédophile, puisque on va mettre des mots en tout cas sur ce dont il s'agit. C'est une histoire qui est extrêmement bien racontée. Alors pour ceux qui ne l'ont pas encore lu, je vais simplement essayer de situer en tout cas la façon dont vous avez posé les choses, puisque c'est un homme qui, au mois de février 2007, un vieil homme, qui reçoit un manuscrit d'un expéditeur anonyme chez lui. Et ce manuscrit raconte l'histoire de Doran. Voilà. C'est un homme qui est depuis quelque temps touché par l'amnésie, qui ne se souvient pas, mais qui au fil des pages et des mots qu'il lit, essaye de raccrocher finalement cette histoire à sa propre vie. Le jour où il reçoit ce manuscrit, c'est là où on fait un parallèle avec une autre histoire. Une dame, une femme d'affaires qui s'appelle Léa, tombe dans le coma suite à un accident de voiture, et sa mère se retrouve à son chevet. Sauf qu'avant cet accident-là, elle remet à sa mère un manuscrit en lui demandant de le lire. C'est exactement le même manuscrit que ce vieil homme aura reçu ce jour-là. Sa mère va lire le manuscrit pendant que cette jeune femme est dans le coma, et elle va découvrir finalement l'histoire de sa fille dans une immense pudeur, puisque jamais elle ne prononcera ces mots. Sa mère les lira, ces mots-là. Ce qui est autobiographique dans ce livre, c'est ce qui est écrit finalement dans le manuscrit qui est partagé par ce vieil homme qui s'appelle Louis, je crois, c'est ça, oui. Et par la maman de Léa, Marie. Et je vous posais la question en introduction, enfin du moins quand on discutait juste avant, de savoir si vous écriviez avant. Et je vous pose la question parce qu'on peut remarquer en tout cas qu'il y a un style qui est très juste et une écriture de très bonne qualité. Voilà, c'est pour ça que je veux savoir si vous étiez avant ça inspiré dans l'écriture ou si c'est vraiment cette histoire sortie de votre âme finalement qui vous a offert une plume aussi juste et aussi talentueuse. Alors, l'écriture, je n'ai jamais écrit avant. Il faut savoir que quand j'étais enfant et jeune, adolescente et à l'école, j'aimais tout ce qui était dissertation, rédaction. J'aimais quand même écrire, mais je n'ai jamais eu l'impression que j'étais capable de le faire. Pour moi, je n'étais pas capable d'écrire un livre. Et donc, ça m'effleurait, mais je veux dire, jamais je n'ai vraiment cru que je puisse un jour faire ce genre de choses. Et puis, cette histoire qui est en moi et que j'ai racontée là dans ce roman, elle est sortie d'un coup en fait. Mais non, je n'étais pas écrivain du tout avant. C'est-à-dire que vous aviez besoin d'en parler, mais vous ne pouviez pas l'exprimer par... Oralement, non. Oralement, c'était impossible. C'est quelque chose, même avec ma mère, je ne pouvais pas en parler. Donc, je pense que je voulais la protéger aussi de cette horreur-là. Donc, j'ai voulu un jour
évoqué ça avec elle, mais c'était trop dur pour moi et pour elle. Et donc j'ai laissé tomber tout de suite parce que je me suis rendu compte que finalement ça servait à rien. J'allais l'abîmer encore plus parce que le fait de lui avoir un jour révélé ce que sa fille avait vécu, je crois que j'ai mis fin à ses jours ce jour-là. C'était une femme insouciante, heureuse de vivre, qui était gaie. Et à partir de là, c'est devenu quelqu'un d'autre. Et c'est logique. Elle n'avait jamais pu imaginer ce genre de choses. Et surtout, elle s'est culpabilisée énormément de ne pas avoir pu me protéger. Donc voilà, pour elle, ça a été la fin de sa vie heureuse, ça c'est sûr. Oui, vous parlez de votre maman, enfin moi forcément. Vous l'appelez à l'aide souvent dans le livre, mais vous n'osez pas finalement la mettre face à cette réalité qui risque de lui faire du mal parce que vous l'aimez profondément. Tout comme d'ailleurs vous aimez profondément votre père, que vous appelez la bête immonde en tout cas dans votre récit. Vous disiez il y a un instant que vous l'avez écrit d'un trait. C'est comme ça aussi qu'on le lit d'une certaine manière. Lorsqu'on entre dans l'histoire, on n'a pas envie de lâcher le livre. Vous aviez besoin d'en parler aussi à vos enfants Oui. Alors bon, il se fait que, je ne sais plus les dates exactement, mais ma soeur me téléphone et elle me dit, voilà, notre père a un cancer du côlon. Et je me dis, ouf. Elle me dit, tu dois être heureuse. Puisque ma soeur à ce moment-là était au courant de ce qui m'était arrivé. Je lui dis non, pas du tout. Pas du tout. Et je me suis demandé, mais pourquoi tu n'es pas heureuse? Parce qu'en fait, ce monstre qui m'a quand même pourri la vie, parce que je ne pouvais plus le voir, je ne pouvais même pas le croiser en rue sans être malade et sans avoir le cœur qui bat. J'avais une crainte pour mes enfants en permanence, par rapport même à lui, qui était quand même toujours dans la même ville que nous. Je me suis dit, pourquoi est-ce que... Et je me suis posé la question plusieurs jours, pourquoi est-ce que tu n'es pas heureuse qui va mourir? Et je me suis rendu compte qu'en fait, la réponse, c'était qu'il allait partir sans m'avoir demandé pardon. J'avais besoin qu'il me dise un jour, j'aurais pas dû faire ça, je le regrette. Ça aurait été peut-être une façon pour moi de le réhabiliter un petit peu, ou de renouer un peu avec l'homme que j'avais admiré quand j'étais petite, parce que je l'admirais tellement, moi, cet homme-là. D'ailleurs, même après, j'en parlais de lui, j'occultais dans mon cerveau toute cette partie sombre de lui, pour ne laisser entendre aux gens et voir aux gens que les côtés positifs de sa personnalité, parce que je crois que j'avais besoin de ça. J'avais besoin de ça, et tout ce que j'ai essayé de réussir dans ma vie, c'était pour lui prouver que j'étais capable. Parce qu'il faut quand même aussi, si vous avez lu le livre, savoir que, par exemple, des punitions pour lui, c'était m'envoyer à la cave, et puis il me suivait dans la cave. Et donc ce que je subissais, c'était plus une punition encore, autre chose. Donc tout ce que je rêvais d'être, c'était juste bien. Quelqu'un de bien, et de bien réussir l'école, et bien réussir dans le sport, et puis qui m'admire. C'est ce que j'avais envie, pour que tout ça s'arrête. Donc, et il vous a demandé pardon Jamais. En fait, l'histoire est vraiment ça, je ne l'ai pas raconté du tout, mais ce qui est vraiment étrange, donc moi j'ai un moment quand j'ai fini d'écrire mon livre, je l'ai moi-même édité, je l'ai moi-même fait imprimer chez un éditeur, un petit local, et puis je l'ai donné à 2-3 amis, etc. Et puis chaque fois le retour était « Ah c'est bien, t'as bien écrit, enfin je suis étonnée, je ne m'attendais pas à ça de toi, machin ». Et puis je me dis, bon, ma soeur de nouveau me retéléphone, donc le cancer de mon père avait démarré quelques années plus tôt, elle me dit, voilà, il est en soins palliatifs à la maison, il ne lui reste plus que quelques jours à vivre. Donc là, je me dis, ouf, mon livre est fini, il faut qu'il le lise, quoi. Il faut absolument qu'il le lise avant de partir. Je suis allée trouver mon frère, qui lui avait de temps en temps un contact avec lui. J'ai dit, écoute, si tu pouvais lui donner, j'aurais bien qu'il le lise avant de mourir. Alors mon frère me regardait, parce que lui, il n'avait pas cru. Je croyais qu'il avait entendu parler de l'histoire du secret de famille. On avait prévenu mes sœurs, mais pas vraiment mes frères. Et il a pleuré, il me dit, mais je croyais que c'était faux. Et je dis, comment est-ce que tu peux imaginer qu'on puisse dire une chose pareille si elle n'est pas vraie? Puis bon, il a commencé à pleurer, il a lu mon livre sur la nuit. Et le lendemain matin, il a discuté avec sa femme, il dit, bon, on va aller le porter à mon père, et mon père est mort. Donc voilà, c'est une fatalité. Après, on m'a dit, de toute façon, il ne t'aurait pas demandé pardon. Surtout, ne regrette rien. Moi, j'ai regretté qu'il ne l'ait pas lu et qu'il soit face à ses responsabilités. Ça m'aurait quand même plu, quoi. Mais bon, voilà, la vie a voulu autrement. Il est mort ce jour-là et puis il n'a jamais lu. Donc, j'ai jamais eu de pardon de mon père. Vous avez tenté de le protéger aussi dans la façon dont vous avez écrit? Non. Non. C'est surtout pour protéger, parce que vous dites certains sujets sont impossibles à traiter sans abîmer ce que l'on aime, et les mots
parfois impuissant à traduire des sentiments trop forts. Il me fallut donc beaucoup de pudeur pour parler de ce que la vie m'a volé. Oui. Alors, les seules personnes que je voulais protéger, c'est mes frères et sœurs, leurs enfants, mes enfants. Les personnes qui vivent encore, ma tante, la sœur de ma maman et son mari, ils ne sont pas vraiment concernés par ce qui m'est arrivé. Et mon père, il lui reste 2 frères vivants et des enfants. Bon voilà, ces personnes-là aussi, que je ne vois pas beaucoup, mais ces personnes-là, je voulais les protéger. Mon père, pas du tout. Quand je l'ai écrit, il n'était plus question de le protéger lui, mais il était question de me sauver moi, je crois. Vous parlez, lorsque vous décrivez les scènes, c'est des mots d'adultes pour des sentiments d'enfants. Vous parlez finalement de façon très protectrice aussi, en tout cas, c'est de cette façon-là que je l'ai perçu, d'un petit corps meurtri. Parce que quand j'ai écrit mon livre, c'est de nouveau ce dédoublement de moi. J'ai vu cet enfant qui était moi. Vous voyez, j'ai vu, je sais encore le pyjama que j'avais sur moi le jour où la première fois c'est arrivé. Et donc, pour l'écrire, je crois que j'ai dû m'extraire de moi-même pour pouvoir l'écrire, sinon j'aurais pas pu. Vous observiez finalement cette petite fille de... Oui, je pense qu'avec le recul, j'ai plus d'amour pour la petite fille qui a vécu ça que pour moi-même. Vous voyez, c'est pas une plainte, je suis pas en compassion pour moi. Pour moi, j'ai vécu toute ma vie avec ça, je vis très bien. J'ai des hauts, des bas, j'ai des choses qui sont positives et d'autres négatives, il y a des choses qui me rendent heureuse, d'autres malheureuses. Il y a des choses qui sont liées à ça, forcément, parce que ça a quand même dirigé ma vie. Donc là, je lui en veux énormément maintenant pour ça, parce que je me dis, qui est-ce que tu aurais été si tu n'avais pas vécu ça? Un jour, quelqu'un m'a dit, mais finalement, m'a pas dit, c'est bien que ça soit arrivé, mais tu es quelqu'un de bien, tu es bien arrivé, tu lui dois ça, quoi. Enfin, c'est pas que je lui dois, mais sans ça, tu ne serais pas ce que tu es. Et j'ai pensé, c'est facile de le dire quand on ne l'a pas vécu. Parce que moi, ce que j'aurais aimé, c'est moi-même dès le début. Vous voyez, sans cet événement-là. J'aimerais être la fille que j'aurais dû être. Même si maintenant, on peut me dire, t'es bien, t'as réussi, j'aurais peut-être été beaucoup plus paresseuse, j'aurais peut-être pas nagé comme j'ai nagé, j'aurais peut-être pas été championne. Sûrement, peut-être, ou pas. Ou j'aurais été beaucoup mieux. J'aurais abouti encore beaucoup plus tous mes rêves. Et là, ça m'a bloqué aussi. Donc, je ne sais pas dire si ce qui m'est arrivé est positif pour moi ou négatif, mais en tout cas, je sais que j'aurais préféré que ça ne m'arrive pas. Voilà. Cette petite fille qu'on voit sur la couverture de votre livre, moi, elle m'a beaucoup touché, elle m'a vraiment beaucoup ému parce que c'est une petite fille qui a un grand cœur. C'est une petite fille qui aime follement ses frères et sœurs, sa maman et son père aussi, malgré tout. Et elle parle de lui à la 3e personne du singulier, c'est la bête immonde. Voilà. La bête, c'est elle. Voilà. C'est jamais lui. Il n'est jamais personnifié en tant que papa. Et cette petite fille est déjà consciente à cet âge-là, finalement, qu'elle a le devoir de protéger aussi ceux qu'elle aime et qui sont autour d'elle. Alors, si petite, je ne suis pas sûre que ce soit pour moi un devoir à ce moment-là. Je pense, il m'a menacé, il a dit, maman, elle mourra si elle sait. Donc moi, ça suffisait pour que je dise jamais rien. Parce que ma mère, ce qu'il y avait de plus beau pour moi au monde, c'était ma maman. C'était, voilà, elle était joyeuse, elle était gaie, elle nous rendait heureux. On n'avait pas d'argent, on n'avait rien, mais elle savait nous rendre heureux. Elle transformait les petits moments, c'était du bonheur, quoi. Et donc, je ne voulais pas perdre tout ça, surtout pas. Et puis j'avais mes frères que j'adorais, parce que j'étais première fille d'abord dans 3 garçons, et puis les autres filles sont arrivées après. Et pour moi, c'était mon univers, je ne voulais pas perdre ça. Donc, elle a dit, surtout tu dis rien, maman va mourir. Moi, je disais rien, voilà. Quel est votre sentiment lorsque vous connaissez des périodes, enfin, plus ou moins longues, où il ne se passe rien et où la bête ne vous punit pas ou ne vous descend pas? La peur ne lâche pas. La peur ne lâche pas. Moi, je priais tout le temps. J'étais toujours en train de faire des prières le soir. Alors, j'avais des rituels. Alors, on avait appris Notre Père qui es aux cieux, moi. Je vous salue Marie et Petit Jésus. Ma grand-mère était très catholique. La maman de ma maman, du côté de mon père, ils étaient athées. Et donc, je priais tout le temps de peur. Enfin, voilà, je
je voulais être sûre qu'il ne vienne pas. Je me disais, ben, si je prie, il ne viendra pas. Mais bon, ça ne marchait pas. Il venait quand même. Mais vous dites que la souffrance, c'est déjà l'appréhension. C'est-à-dire que la souffrance, Oui, c'est pas bah, uniquement d'être, c'est de craindre ce qui va Bien arriver sûr. et pas uniquement de subir ce qui arrive. Bien sûr, la souffrance, c'est déjà la peur de la vivre. C'est clair. Donc vous êtes dans un état permanent de... De terreur, oui. Je peux le dire comme ça parce que jusqu'au moment où je l'ai dit à maman, j'ai eu peur. J'ai eu peur que ça se reproduise. Donc, même si ça a duré, si pendant 3 ans il n'est plus venu, j'avais toujours peur qu'il revienne. J'avais ça en permanence en moi, de cette crainte. Et puis plus j'avançais, plus je comprenais que c'était pas bien surtout. Ce qu'il faisait, c'était monstrueux. Je m'en rendais de plus en plus compte. Au début, je ne savais pas que c'était lui. Puis quand je sais que c'était lui, bah là, c'était encore pire. Mais vous avez eu du mal à le qualifier finalement. On en parlait tout à l'heure, à dire c'est un salaud. Ah, mais je n'ai jamais pu dire que mon père était un salaud avant d'avoir écrit mon livre. C'est-à-dire 50 ans. Avant ça, oui, si, on le pense en soi, mais on n'a pas envie d'exprimer ça. Moi, j'avais pas envie d'exprimer ça. Parce que je me disais, plus je dis que c'est un salaud, plus je me dis je suis la fille d'un salaud. Vous ne vouliez pas porter en vous finalement ce... Je veux pas que son sang coule dans mes veines, que toutes mes gènes viennent de lui, mais c'est comme ça, j'ai pas le choix. Mais c'est ça qui était terrible. Et jusqu'au moment où, quand j'ai pu dire à tout le monde, voilà, mon père m'a fait ça, maintenant regardez, moi je suis moi, avec... Vous me croyez comme ça, vous croyez que je suis la championne parce que j'ai fait du sport et tout. Ah, la mère de famille, j'ai bien réussi dans ma vie professionnelle et tout. Mais j'ai vécu ça. Regardez-moi comme je suis parce que j'ai l'impression de mentir à tout le monde. J'avais l'impression d'usurper mon identité. Malgré cette peur qui vous accompagnait en permanence, vous aviez Oui. la joie d'une petite Et quand fille, l'énergie d'une petite fille. Oui, c'est ça que j'ai jamais compris. Hein. Je vous le dis franchement, même moi-même, je me suis toujours dit comment est-ce que tu arrives à t'éveiller le matin et d'encore être gai. Et pourtant, c'était ça. J'étais gaie parce que c'était fini, c'était passé, donc on avait laissé ça de côté, on ne savait pas quand ça allait revenir, mais au moins, cette fois-là était passée. Et du coup, le matin, je m'éveillais, j'étais contente parce que j'allais aller à l'école, parce que j'allais retrouver des amis, parce que j'avais mes frères, ma maman, ma grand-mère, tout ça me rendait heureuse. Donc j'arrivais quand même à vivre avec ça. Et puis la peur revenait toujours, c'était toujours le soir, c'était quand je me couchais. Et puis alors après, quand j'ai commencé à grandir, à devenir adolescente, là j'ai eu plus des peurs plus profondes. J'ai eu la peur, par exemple, j'ai eu la peur d'être enceinte de lui, alors qu'il y avait des années, mais je ne connaissais pas comment ça se faisait, les enfants. Oui, je ne connaissais pas que c'était pas, je savais pas que c'était pas possible, mais moi je me dis ça y est, je vais avoir un enfant. Il y avait des choses que je ne pouvais plus faire. Je n'arrivais plus à me déshabiller devant mes copines à l'école, par exemple, parce que j'avais trop peur. Et là, la peur, elle a été très très intense pour moi. Toute ma partie de l'adolescence. Et j'avais toujours peur que les gens le voient, que les gens découvrent ce qui m'est arrivé. Ça, j'avais très peur. Mais ça va conditionner votre rapport aux garçons, enfin, aux garçons et puis plus tard aux hommes. Oui, exactement. De quelle manière? Alors, de quelle manière? Quand on est adolescente et qu'on commence à rencontrer les garçons, c'est un peu compliqué à gérer quand même. Parce que, vous savez, le problème qu'on a aussi, c'est un rapport avec le plaisir. Donc moi, j'ai une chance inouïe, c'est que j'étais tellement petite que je n'ai pas ressenti de plaisir lié à ces actes-là. Il y a des filles où c'est pire pour elles, parce qu'elles ressentent du plaisir et parfois, elles entrent dans un jeu avec le père dont elles ne sont pas coupables au départ, mais qui les culpabilise 10 fois plus que moi. Malgré ça, je ne pouvais pas accepter le plaisir charnel. Je me disais, si tu acceptes ça, ça veut dire que tu acceptes ce qu'il a fait. Je faisais un lien en permanence avec ça. Je me disais, non, le sexe c'est mauvais, il faut pas, c'est pas bien. C'est pas bien. Je me disais tout le temps, c'est sale, il ne faut pas faire ça. Donc il a fallu beaucoup de temps, beaucoup de réflexion, beaucoup de... C'est pas un événement qui fait que finalement, sur cette question-là, vous évoluez considérablement, ou c'est le temps qui fait que... Non, c'est le fait d'avoir rencontré un homme qui, au départ, a été vraiment l'homme qu'il fallait, c'est-à-dire qu'il était bon, il était gentil, il était drôle, il me faisait rire. Je me disais, lui, il me fera jamais de mal.
à partir de là, j'ai accepté une relation avec lui. Ce que je ne pouvais pas accepter avec les autres garçons que j'avais rencontrés avant, parce qu'ils avaient toujours quelque chose qui me laissait entendre. Il n'est peut-être pas si bien que ça. Alors que sûrement pas. Sûrement pas, c'était des pauvres gentils garçons, mais je me disais, qu'est-ce qu'il pourrait me faire de mal, celui-là, ou quoi, qu'est-ce qu'il pourrait me faire. Donc, tandis que lui, il était naïf aussi, je crois. C'est un brave. Hein. Est-ce que vous l'avez raconté Vous l'avez raconté Vous l'avez raconté Oh, mais c'est pas pour ça que la vie est plus simple après, mais c'est vrai que j'ai eu cette chance-là. Parce que je l'ai pris comme un sauveur, oui. Je l'ai pris comme un sauveur et puis il est surtout venu beaucoup à la maison. Et là, j'étais sûre que mon père me foutrait la paix. Et en plus, il a redonné le sourire à ma mère, parce qu'elle aussi, et puis mon père ayant un autre homme sous son toit, se calmait quand même un peu, était quand même moins violent, était quand même moins... enfin, je crois qu'il l'a quand même connu dans des grands moments, mais... donc ça nous a tous un peu sauvés. Je crois qu'il a sauvé la famille, en fait. Dans ma tête, c'est ça. Vous avez pu lui raconter ce qui vous était arrivé ou alors vous avez mis du temps? À mon mari? Oui. Alors moi, je n'ai pas pu lui raconter avant qu'il m'ait fait un enfant et que je sois bien sûre qu'il allait me garder. En fait, je l'ai raconté quand notre premier enfant avait 9 mois. Et que là, c'était plus possible parce que justement, il y avait dans la relation intime, ben, c'était compliqué pour moi à gérer. Et souvent, je pleurais, souvent je me sentais mal, j'acceptais pas toujours qu'il ait envie. Enfin. Et voilà, c'était un peu un amalgame que je faisais quand même. Et donc, moi, j'ai dû lui expliquer pourquoi j'étais comme j'étais. Et bon, ben voilà, il l'a su. Après, ça a été encore plus compliqué parce que lui, il voulait aller s'en prendre à mon père. Mais comme j'avais dit, on protège la famille à tout prix. Je veux pas que ça éclate, je veux pas qu'il y ait de... Le rapport qu'a cette petite fille, justement, à ces événements-là, est très rude, en fait, dans la façon dont vous le racontez, tellement pudique en même temps. On a envie, en fait, en vous lisant, on a envie de la prendre dans les bras, cette petite fille, et de la consoler, véritablement. C'est trop tard. Oui, mais parce qu'elle demande à sa maman, finalement, elle dit beaucoup de choses à sa maman, mais elle ne les exprime jamais. C'est-à-dire que si sa maman pouvait lire dans les yeux de sa petite, il y a des moments très poignants où elle dit « tu m'as fait ». C'est ton devoir. C'est ta chair, je suis ta chair, tu dois sentir les blessures de ta chair. Ouais. C'est ton devoir, c'est quelque chose qui est naturel de je sentir je comprends pas d'être tellement seule avec ça. Ça, je comprends pas. Donc vous là, votre mère? Non, j'en veux pas ma mère. Non, je ne saurais pas lui en vouloir. On me dit souvent, c'est pas possible, elle savait. Et les psychologues, excusez-moi, me disent, les mères savent, même si elles ne l'expriment pas, elles le sentent. Je suis mais vraiment convaincue qu'elle ne le savait pas. Parce qu'elle était d'une naïveté, ma mère. C'était un pinson, ma mère. C'était quelqu'un qui chantait toute la journée. Quand on était petit, notre plus grand bonheur avec elle, c'était de prendre des couverts de casserole, de les taper comme ça à un couteau, de les tourner dans la cuisine en chantant. Je crois qu'elle n'imaginait pas que ce genre de choses puisse arriver. Fais-moi chanter, vous. Oui, parce qu'elle nous faisait toujours danser et tout ça, donc c'est pour ça que j'étais heureuse quand même. Vous échappiez dans ça, finalement. Oui, bah, je ne sais même pas si c'était un échappatoire, mais en tout cas, moi j'étais heureuse de vivre cette vie-là avec mes frères et avec ma mère. D'ailleurs, je ne voudrais pas une autre vie, sauf pouvoir exclure ce qui s'est passé, mais pour le reste, nous on n'allait pas en vacances, on était heureux de ne pas y aller. On se disait, les pauvres qui partent à la Côte d'Azur, ils doivent quitter les bois, nous on était dans les bois, on avait trop de plaisir à faire ce qu'on faisait, quoi. On se levait à 4 h du matin, on concevait des attrape-papillons avec du plastique et des morceaux de bois, et puis on partait à l'aventure, et ça c'était notre bonheur, quoi. Moi je ne savais pas que la mer, je ne savais pas ce que c'était, donc ça ne me manquait pas. Oui. La plupart des sentiments se titrent. Est-ce qu'il, dès le départ, il est évident? Ou alors est-ce que c'est... Il est venu en cours d'écriture. C'est dans la façon que vous aviez d'écrire votre récit que vous avez finalement, comme une évidence, choisi un titre qui s'est imposé de lui-même? Peut-être. Je me suis dit, de toute façon, je ne voulais pas écrire quelque chose de dur. Je ne voulais pas. Je voulais pas que ce soit quelque chose qui heurte. Il n'y a rien à faire. Je n'avais pas envie de prendre les gens de front, leur imposer des images sinistres. Je n'en voyais pas l'intérêt. L'intérêt pour moi, c'était de parler de ce que j'avais vécu après. C'est comment on peut sortir de ça. C'est expliquer pourquoi à mes enfants j'étais devenue une mère comme j'étais.
hyper protectrice. Et tout ça n'avait pas d'importance. De le dire comment ça s'est passé, ça n'a pas d'intérêt. Donc, et alors le titre il m'est venu en cours d'écriture, peut-être parce que je me suis dit, bah oui, c'est avec pudeur. Et puis j'ai cherché ce que ça voulait dire, la pudeur des sentiments. Alors c'était dans le dictionnaire, ou je sais plus, ou sur internet, c'est vivre avec une certaine face, en cachant en aucun temps des douleurs enfouies, quoi. C'est exactement ce qui correspond à ce que je voulais écrire, donc je l'ai choisi comme ça. Vous êtes apaisé aujourd'hui? Oui. Oui, je suis apaisée, oui. Mais ça se ressent. Non, mais ça se voit, et puis en même temps, il y a vraiment une vraie capacité de résilience, quoi, dans ce que vous avez vécu et dans ce que, en tout cas, on découvre dans La pudeur des sentiments, qui est un livre qui est très bien écrit, une fois de plus. Merci. Voilà, avec une vraie fluidité. Si certains l'ont lu, je crois que tu l'as lu et que tu as remarqué la même chose, en tout cas ce style bien particulier. Et puis cette idée de parler à votre papa à travers ce vieil homme amnésique, amnésie justifiée parce qu'il vous a fait subir et qu'il a d'une certaine manière oublié, et la maman de Léa qui est la vôtre finalement, et à qui vous dites tout ça. Et c'est un livre que je conseille fortement parce qu'effectivement il traite du sujet de l'inceste avec beaucoup de délicatesse, avec un style très talentueux. Et je vous félicite pour ça, Dalila. C'est un livre qui nous permet de découvrir en tout cas l'horreur avec beaucoup de pudeur. Voilà. Bah, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Je vous laisse le mot de la fin si vous le voulez bien, à moins que vous ayez des questions. Si quelqu'un a des questions, n'hésitez surtout pas. De toute façon, on a Dalila sous la main, donc de temps en temps pour lui poser toutes les questions, de loin, en plus. toutes les questions que l'on souhaite. Mais sinon, je vous laisse le mot de la fin, Dalila. Bah, le mot de la fin, c'est simplement merci. Merci à vous d'être là, de m'avoir écouté. Voilà, ça fait partie des bonheurs de la vie, ça, justement, de pouvoir parler de ça. Je suis heureuse de pouvoir en parler maintenant d'un sujet que je n'avais jamais osé aborder avant. Et en plus avec vous qui êtes quand même très sympathiques, vous êtes tous là, très souriants. Et voilà, non, je vous remercie simplement d'être là. Voilà. En tout cas, merci à vous d'être venus pour la rentrée. Ah ben moi, c'était un honneur, moi. Quand on m'invite comme ça, c'était un honneur. Tout le plaisir et tout l'honneur, en tout cas, est pour nous. Je vous remercie d'avoir été là et d'avoir participé au café. Merci, monsieur, d'avoir été là. C'est gentil.